intégrative ou d'une intégration entre les différentes dimensions. Cette intégration, je pense qu'elle doit admettre à la fois les continuités et les discontinuités. Les continuités parce que entre la dimension biologique, la dimension cognitive, la dimension psychologique, psychique et la dimension symbolique, il y a sans doute une continuité. Il y a une continuité de fond, fondamentale. On ne peut pas couper la dimension cognitive de la dimension biologique. Ça n'aurait pas beaucoup de sens. Ça voudrait dire renoncer à une sorte de stratification ontologique. Ça voudrait dire tomber peut-être dans une vision spiritualiste, purement idéaliste de l'individu. Mais en même temps, cette continuité admet des changements qualitatifs. Donc elle fait intervenir en son sein, à l'intérieur même de ces continuités, des discontinuités essentielles. Ces discontinuités pourraient être comparées à des sauts qualitatifs, à des changements qualitatifs. Des changements qualitatifs, philosophiquement parlant, à des ruptures, à des coupures, à des ruptures, à des changements de phase, physiquement parlant. Par exemple, les passages de la dimension biologique à la dimension cognitive introduit des changements qualitatifs considérables. Ces changements qualitatifs sont considérables, on les voit très bien apparaître quand on compare l'espèce humaine avec les espèces animales. Par exemple, même les mammifères, qui sont une espèce animale très évoluée. Je ne parle pas des primates, mais on pourrait faire la même comparaison avec des primates. Ces changements qualitatifs, il est à la fois d'ordre morphologique, on l'a d'ailleurs mentionné, les cerveaux des humains est d'une complexité beaucoup plus grande que les cerveaux de n'importe quel mammifère, et cette complexité est due à une morphologie beaucoup plus complexe. Cette morphologie est aussi une complexité fonctionnelle, nous l'avons vu, parce que la morphologie des plissements, donc du cerveau, est l'un des éléments essentiels permettant l'émergence des nouvelles fonctionnalités, des nouvelles fonctions dans les cerveaux. Là, à cet élément, on peut aussi lier l'émergence du langage. Le langage ne se produit pas dans une continuité purement biologique, mais il y a un saut qualitatif, qui est plutôt un saut dans lequel on passe du biologique au cognitif. Les cognitifs ne peuvent pas être réduits simplement au biologique. Il y a quelque chose de nouveau qui apparaît, il y a émergence des nouvelles structures et des nouvelles fonctions. Le langage est quelque chose de singulier, c'est une singularisation qualitative de l'humain par rapport à d'autres espèces. Singularisation, il faut l'entendre comme l'émergence de quelque chose de qualitativement complètement nouveau. C'est ce qui fait la singularité humaine, en quelque sorte. Évidemment, ce langage peut avoir des aspects positifs, comme il peut aussi avoir des aspects pervers et négatifs. Mais ça, c'est un autre discours. Ça concerne plutôt l'usage du langage. Ça concerne ce qu'on fait du langage dans un tel et tel contexte donné. Donc, je pense que la connexité topologique fait à la fois intervenir la notion des continuités qualitatives, par exemple des déformations continues, des transformations continues, des changements continus. Quand on dit continu, ça veut dire qu'il est bijectif et qu'il est inversible. Donc il y a aussi une réversibilité du processus, et ça c'est très important. Parce que si on n'avait pas de réversibilité du processus, par exemple, dans les changements politico-sociaux, ça voudrait dire
qu'un certain régime durerait de manière éternelle et ne pourrait jamais être changé, donc il ne pourrait jamais revenir à une autre forme de société. Non, en fait, la topologie intègre, si tu veux, la continuité avec la discontinuité. Et la connexité a besoin de ces deux concepts. Donc moi je pense que ce type de connexité est tout à fait justifié et pertinente pour introduire de nouvelles idées et une nouvelle vision quand on pense les politiques et les sociales. Dans les politiques et dans les sociales, on a besoin aussi de la continuité, de la discontinuité. La continuité, en quelque sorte, c'est les liens avec des formes de civilisations anciennes, avec des idées anciennes, des traditions anciennes. Il est évident que s'il y avait eu le respect d'une forme de continuité de la civilisation, on n'aurait pas exterminé les Indiens, on n'aurait pas exterminé les Indios, on n'aurait pas exterminé un certain nombre de civilisations, que ce soit en Asie ou en Afrique ou en Europe, qui ont pourtant contribué vraiment à introduire des formes de pensée, des formes de techniques, des formes de vie extrêmement intéressantes, extrêmement riches. Et donc on a besoin de cette continuité. En même temps, la continuité ne doit pas être une forme de continuité statique, permanente, universelle. La continuité, pour incorporer les changements et la variation, doit nécessairement intégrer ce que j'ai appelé des discontinuités qualitatives. Ça veut dire qu'il y a une forme de société doit pouvoir introduire des brisures de symétrie, doit pouvoir introduire des discontinuités qualitatives dans les équilibres, doit pouvoir introduire des nouvelles formes de pensée, des nouvelles formes politiques, institutionnelles, etc. Donc moi je pense que, d'ailleurs ça c'est lié à ce que tu disais, comment repenser les relations entre individus et communautés. Et bien, précisément, il me semble qu'il doit y avoir une relation de connexité fondamentale entre individus et communauté, enfin collectivité, communauté, et que la communauté, en quelque sorte, doit être tributaire des individus. Au lieu d'effacer les individus, elle va se former émergence et émerger à partir de ces propriétés nouvelles qui s'établissent entre les individus et en même temps comment dirais-je, les individus sont des singularisations dans cette communauté qui introduisent des différences qualitatives au sein même de la communauté. Sans cette reconnaissance des singularisations des individus, la communauté deviendrait un espace parfaitement homogène, parfaitement plat, ce qui est d'ailleurs le cas des sociétés dans lesquelles on a la domination d'une forme de pensée homogène qui prime et domine sur toutes les autres formes de pensée. Donc en fait, la connexité doit se produire entre les individus et la communauté dans un sens dynamique, émergentiste, émergentiel, donc morphogénétique, et cette connexité doit admettre, intégrer, mettre en relation une continuité fondamentale mais dynamique, tout non seulement en acceptant, mais en suscitant
en créant des discontinuités, en suscitant. Les modèles politiques et sociaux les plus intéressants, c'est celui qui, tout en garantissant une certaine stabilité fondamentale et dynamique, suscite des changements qualitatifs, donc des discontinuités fondamentales dans les modes de vie, les formes passées, dans la pluralité des points de vue, dans la... Au fond, la communauté, c'est vraiment ces lieux, cet espace dans lesquels les différents points de vue, les différentes conceptions, les différentes visions interagissent, entrent en connexion sans pour autant s'annuler. Au contraire, en interagissant, font émerger des nouvelles formes de vie et la communauté doit être cet ensemble, cet espace de nouvelles formes de vie. Bon, on arrive très naturellement. On fait une petite pause, juste pour... tu veux qu'on arrête? Non, Non, ok. Je respire. Non, ça va, c'est juste pour... Très bien. Tu avais pensé à la prochaine question. D'accord. Ouais. Mais tu me dis. Non, bon, on va continuer parce que comme ça... Bon, on arrive très naturellement à la multiplicité, mais surtout au concept de... Non, je commence. Je vais lire le mot. Bon, on arrive très naturellement au concept de multiplicité et aussi de pluralisme. Il y a une multiplicité d'espaces et lié à ça, il y a aussi une multiplicité de temps, de temporalité, de dynamiques attachées à ces espaces. Comment penses-tu tu as parlé, tu as donné une interprétation de la géométrie, voire de la topologie, dans les sens ontologiques que dans les sens herméneutiques. Mais pour demeurer dans les domaines de l'ontologie, je voulais te demander qu'est-ce que la topologie, la géométrie a à dire à propos de la multiplicité des espaces et des temporalités, du pluralisme du monde, si l'on veut. D'abord, la géométrie, comme tu l'as dit, n'est pas une pensée unique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune géométrie qui puisse prétendre être le modèle unique pour interpréter les mondes. Donc il y a effectivement une pluralité des géométries. Et même il y a une pluralité des modèles d'une même géométrie. Donc au sein même d'une géométrie, on peut donner plusieurs modèles qui sont souvent traductibles les uns dans les autres, l'un dans les autres, d'une même géométrie. Donc il y a à la fois une pluralité de géométries et une pluralité de modèles au sein même de la même géométrie. Par exemple, il y a plusieurs modèles de la géométrie hyperbolique. Il y a plusieurs modèles de la géométrie elliptique. En géométrie hyperbolique, on connaît les modèles des points carrés, les modèles de Klein, les modèles de Keil et d'autres modèles, et des modèles plus récents. Et ça, c'est un point fondamental. Donc, il y a une pluralité des géométries pour penser le monde, pour penser l'espace, et il y a donc une pluralité d'espaces. Un même espace peut être les supports de plusieurs géométries. Par exemple, l'espace tridimensionnel. Et c'est là que Kant n'avait pas saisi un point fondamental. Un même espace tridimensionnel peut être les supports géométriques pour réaliser, peut être les supports spatiaux, pour réaliser différents types de géométrie. J'avais déjà mentionné ces résultats fondamentaux de William de Tarson,
qui a donné la classification des géométries possibles, réalisables dans un espace à 3 dimensions. Donc des structures géométriques à 3 dimensions. On est bien loin de l'idée qu'il existe uniquement la structure géométrique tridimensionnelle et euclidienne. On est vraiment dans une conception, dans un changement absolument fondamental, aussi bien mathématique et philosophique, dans la géométrie, avec cette idée qu'il existe, que l'espace tridimensionnel puisse être pensé, organisé, voire peut-être vécu avec une pluralité des géométries possibles. En topologie, on a quelque chose, disons, d'analogue en quelque sorte, parce que une même surface peut avoir différentes structures topologiques. Et une même surface topologique peut avoir une pluralité de structures géométriques. Il y a eu une découverte très importante en mathématiques qui a été faite par un mathématicien qui s'appelle Milnor, John Milnor, qui a montré qu'il y a une sphère qu'il appelle la 7 sphère, donc une sphère à 7 dimensions, qui admet 7 structures différenciables différentes. On était habitué à penser la sphère comme une surface euclidienne plongée dans l'espace tridimensionnel euclidien. Même si la sphère peut être caractérisée intrinsèquement par une géométrie sphérique ou plus généralement elliptique. Donc la sphère est un cas particulier en fait d'un espace, d'une surface elliptique. Donc cette idée révolutionne la conception que nous avons de l'espace, pluralise la notion d'espace de plusieurs façons, de manière géométrique et de manière topologique. En fait, topologiquement, c'est très important la notion de pluralité et de multiplicité, parce que une même surface topologique peut être déformée dans une autre surface de plusieurs manières. Par exemple, si on considère une sphère comme une surface topologique, c'est-à-dire pas comme une surface fermée, sans bord, orientable et simplement connexe, eh bien, cette surface topologique peut être déformée dans plusieurs types d'espaces, des surfaces ellipsoïdales, donc des variétés à 2 dimensions, des espaces à 2 dimensions, et donc peut admettre plusieurs types de déformations. On sait qu'un nœud, qui est un objet géométrique, peut être plongé dans un espace à 3 ou à plusieurs dimensions de plusieurs manières différentes. Il n'y a pas un plongement unique, il n'y a pas l'unicité du plongement. Il y a différents types de plongements suivant les types de nœuds ou suivant la dimension de l'espace dans lequel on plonge ces nœuds. Ça aussi introduit une pluralisation importante. Moi, je pense que cette pluralité à la fois des géométries, des espaces, introduit nécessairement une pluralisation, une multiplicité de nos ontologies. D'où l'importance philosophique de ces changements en mathématiques. Parce qu'elle nous permet de penser l'ontologie d'une façon radicalement nouvelle par rapport à la manière dont elle a été pensée par plusieurs philosophes au cours du XXe siècle. On n'a plus une ontologie comme une totalité qui engloberait toutes les dimensions de l'humain dans une sorte de totalité, comment dirais-je, exhaustive, complète, hein, un peu comme un théorème de complétude, une sorte d'ontologie qui serait une totalité complète, une sorte de complétude de l'ontologie. L'ontologie, il faut plus la penser en termes d'espace
complet, ou d'espace qui se referme en lui-même, ou d'espace dont, comment dirais-je, dont les variations seraient un nombre fini et répétitif. Mais il faut passer la pluralité des ontologies et la multiplicité des ontologies comme un espace ouvert. Un espace qui est ouvert à des formations, donc à des changements, et dans lesquels s'est produit une stratification qui peut être conçue non seulement dans les termes d'une pluralité des dimensions, irréductibles les unes aux autres et qui donc ne sont pas uniquement juxtaposées de manière additive ou comment dirais-je, linéaire, mais une vraie stratification, c'est-à-dire avec des changements aussi, des discontinuités, etc. Et en même temps, cette ontologie, il faudrait la penser comme un univers ouvert dans lequel, au sens que des nouveaux changements auraient un pouvoir singulier, c'est-à-dire qu'ils pourraient modifier l'organisation globale de l'ontologie. Donc, à la fois, il y aurait une pluralisation et multiplicité de ces ontologies, sous les modes, en quelque sorte, de la pluralité, de la multiplicité des espaces, des géométries et des topologies. Et en même temps, cette pluralité, cette multiplicité serait constamment modifiée, changée par des singularisations qui interviendraient de manière dynamique dans cette ontologie. Singularisations qui traduisent, en fait, qui reflètent des changements qualitatifs dans cette ontologie. Je ne pense pas que la notion de totalité ou la notion de complétude soit des notions appropriées pour penser l'ontologie. Je pense plutôt que la notion d'espace global ouvert, pluriel et multiple soit une notion beaucoup plus profonde, beaucoup plus appropriée pour penser l'ontologie. Je verrais en fait l'ontologie comme un processus en formation, comme un processus dans lequel interagissent constamment les singularisations avec des formations, des structures qui ont aussi une portée globale. Si on considère par exemple la globalisation, j'entends la globalisation économique, politique et culturelle, élimine les singularités. Si on assimile les singularités aux langues, aux cultures, aux modes de vie, aux formes de vie, aux économies locales, etc. Or, pourquoi? Parce que la globalisation est une totalité complète, est une totalité qui s'impose comme un modèle unique, où la notion même de pluralisation des multiplicités est absente. Et donc, cette globalisation, les résultats, c'est celui d'une ontologie unique qui se répète constamment, qui uniformise complètement l'espace de cette globalisation et qui produit une homogénéisation complète et répétitive des formes économiques, des formes sociales et des formes culturelles. Alors que ce qu'il faudrait introduire dans cette ontologie, c'est précisément les processus en quelque sorte inverses, c'est-à-dire d'une pluralisation et d'une multiplication au sein d'un processus, bien sûr, où continuité et discontinuité interagissent constamment.
Et tu parlerais de multiconnexité. Ah oui, c'est sûr, parce que bon, deux espaces peuvent être connexes de plusieurs manières différentes. Hein. On peut avoir, ils peuvent être mis en connexion sur les modes de la somme connexe, mais peuvent être aussi mis en connexion sur les modes du récollement, sur les modes de la, de- de- du plongement. Donc il y a effectivement plusieurs modes de connexion dans un espace. Et je pense qu'une société ouverte, une société plurale, nécessairement doit mettre plusieurs formes de connexion. C'est-à-dire que la connexité sociale et culturelle, hein, ne peut pas être unique. Il n'y aurait pas une seule façon des liaisons, d'interaction, des relations entre les individus au sein d'une communauté ou entre les sociétés, les communautés elles-mêmes. Il faut, en quelque sorte, susciter, favoriser, créer une pluralité des connexions possibles entre ces structures et ces organisations. Et les cobordismes ne seraient qu'un exemple Le parmi cobordisme est d'autres. précisément un exemple de connexité entre un espace et un sous-espace, ou entre un espace donné et plusieurs sous-espaces. Si on passe par exemple à deux disques, hein, qui sont les bords d'un cylindre, eh bien l'effet de mettre en connexion ces deux disques nous fait obtenir un nouvel espace qui est celui torique. Or on sait que la géométrie globale d'un tore n'est pas la même que celle d'un cylindre. La géométrie d'un cylindre est une géométrie euclidienne, alors que le tore est une topologie différente, d'abord parce qu'il est multiconnexe, hein, parce qu'il est fermé, et même s'il est localement orientable, il peut aussi avoir différentes orientations si on considère les tores comme un espace global, comme une surface globale. Donc effectivement, la notion de cobordisme qu'on a mentionné dans les premiers entretiens est l'un des concepts mathématiques les plus puissants pour penser en des termes originaux et profonds la connexité entre des espaces. Et donc je penserai aussi entre des espaces sociaux et culturels. Parce que précisément, il suppose que dans un espace global, il puisse y avoir des espaces en quelque sorte locaux, des sous-espaces, qui au lieu de rester isolés, eh ben, en interagissant, en se connectant, produiraient des formes nouvelles d'espace, des nouveaux espaces. Donc on pourrait dire des formes nouvelles de vie ou des nouvelles formes d'organisation sociale et politique. La notion de cobordisme a, pour revenir à notre discussion de tout à l'heure, a à la fois un pouvoir générateur au niveau conceptuel extraordinaire, c'est-à-dire qui présente une pluralité des possibilités d'être développées, de donner lieu à des nouveaux concepts, de s'investir dans plusieurs contextes physiques, biologiques. Par exemple, il y a des situations de cobordisme en embryogenèse. Hein. Il y a au niveau de ce qu'on appelle la gastrulation en embryogenèse, de la formation des trois feuillets germinatifs, l'endoderme, l'ésoderme et l'ectoderme, il y a des situations de cobordisme. Quand on observe en laboratoire, expérimentalement, on voit apparaître des cobordismes entre ces couches spatiales, ces sections spatiales, ces couches spatiales, qui sont des sous-espaces de l'embryon, de l'espace global, jusqu'à des domaines comme la littérature, où j'essayais en fait d'introduire cette notion en montrant que sémantiquement, à partir d'un espace donné, on peut trouver des espaces bords, des bords, et l'effet de connecter ces espaces bords permet de créer un nouvel espace sémantique qui est qualitativement différent, donc émergent, dynamiquement différent par rapport
à l'espace précédent. C'est facile de l'appliquer dans la société quand une population est forcée à la migration. Une migration devient, nous pourrions dire, en sous-espace d'une nouvelle société. Mais ce sont les interactions entre ces sous-espaces et la société, ce qui peuvent à la fin donner des nouveaux espaces globaux. Oui, à la condition En que ces interagissant. connexions soient signifiantes, Ouais. qu'ils soient pertinentes Voilà. et en quelque sorte que la connexité ait aussi une certaine cohérence, j'allais dire, sémantique, sociale. Mais ce n'est pas Pertinence. pertinent. Ce n'est pas dans tous les cas que cette connectivité entre sous-espaces, sous-bords, donne lieu à un espace intéressant. Voilà. Il y a quand même un certain nombre de conditions, pas fixes, mais des conditions, on pourrait dire des critères, de manière plus flexible, qu'il faut respecter pour que ces cobordismes manifestent ses propriétés et sa richesse. Je parlais de prégnance peut-être sociale pour que cette rencontre puisse générer des changements. Mais je ne sais pas si c'est... Oui, il y a un rapport, une relation entre la théorie du cobordisme et les relations entre science et prégnance, certainement. C'est-à-dire que la connexion entre deux cultures différentes peut, et l'interaction entre ces deux cultures, c'est-à-dire l'action de l'une sur l'autre, si elle est faite à l'intérieur d'un cadre, d'un espace où les interactions deviennent signifiantes, acquièrent un sens. La question est de savoir s'ils acquièrent un sens, s'il y a émergence d'un sens. Alors, ces sens est une prégnance qui se propage dans l'espace, comment dirais-je, global. C'est-à-dire que la signification de ces connexions, de ces interactions, devient une prégnance culturelle, symbolique ou artistique qui se propage dans l'espace global des individus et donc au sein de la communauté tout entière. On fait une pause ou tu voulais retirer une autre question? Une pause. Je ne voudrais pas que l'entretien soit trop long parce que sinon après... Non, on peut finir si tu veux. Oui, d'accord, oui, peut-être, non? parce que Non? sinon ça va être vraiment très long. Non, bon, moi ça me vient. C'est beaucoup de travail, mais non, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Et bon, pour finir, on peut... non. Comment peut-on finir? Peut-être qu'il faut dire qu'il faut laisser ces entretiens comme une œuvre ouverte, Ok. susceptible d'être, très de bien. continuer Très bien. Très bien. et d'introduire dans les prochains entretiens aussi des nouvelles idées et des nouvelles... Ok, tu dis je sais ça. pas. Bon, tu l'as dit. Ok. Bon. Bon, il y a... On va sans doute continuer ces entretiens en introduisant des perspectives, des horizons et des idées nouvelles qui peuvent enrichir ce qui vient de faire. Je ne sais pas, c'est une chose que... Non, très bien, très bien. Bon, c'est le moment de finir cet entretien, mais la conversation continuera. Hein? Il y a aussi une relation entre les contenus et les discontinus. Il faut s'arrêter, mais plusieurs des sujets restent ouvertes.
Et bon, je voulais te remercier et exprimer que pour moi, cette relation entre philosophie et les mathématiques n'est pas seulement très intéressante, mais aussi elle reste, comment on peut dire, je lis ce que je voulais dire. Bon. Ah ouais, je sais, ok. Je recommence. Bon, merci. Mais il est le moment de finir cet entretien, mais on continuera. On continuera. J'espère que ça sera la première de plusieurs conversations. Et, il faut aussi explorer les liens, ils sont vraiment, ils restent à découvrir vraiment les liens entre les mathématiques et la philosophie. Et bon, je te donne la parole si tu veux dire quelque chose de Oui, concret. bon, d'abord, merci pour ces entretiens. Je suis d'autant plus ravi d'avoir pu converser sur ce thème qui me semble très important. D'autant plus que je pense que l'entretien est une forme de pensée en mouvement. Et les mouvements doivent faire partie de la pensée. Et c'est un peu une image que je considère très significative parce que les mathématiques, c'est aussi une forme de pensée en mouvement. Et la philosophie aussi devrait être une forme de pensée en mouvement, donc une forme de pensée à la fois ouverte, capable de susciter des nouveaux concepts, d'introduire des nouvelles perspectives. Et je pense donc que cette idée d'une forme de pensée en mouvement, c'est un peu ce dont nous avons besoin aujourd'hui pour repenser non seulement les relations multiples et complexes entre mathématiques, philosophie et dynamique aussi des phénomènes et processus morphogénétiques, mais aussi pour repenser aussi les formes d'organisation des dynamiques sociales, politiques et culturelles. Si on n'introduit pas la notion des mouvements, des dynamiques, je pense qu'il devient beaucoup plus difficile d'introduire des changements et des discontinuités aussi qualitatives qui peuvent introduire des nouveautés significatives dans notre paysage, dans nos formes de vie. Donc voilà, l'entretien est non seulement une forme d'ouverture et de dialogue, mais c'est aussi probablement la forme la plus authentique pour aussi construire des notions et des idées et des formes de pensée tout à fait nécessaires aujourd'hui. Donc merci à toi. Bon, merci à toi.